Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau topo sur la CIVD. La CIVD représente la forme la plus sévère de coagulopathie de consommation et, concernant sa physiopathe, le point de départ est souvent une libération massive de facteurs tissulaires, ce qui entraîne une activation inappropriée de la cascade de la coagulation avec une consommation de plaquettes et de facteurs de la coagulation. Je vous encourage vivement à revoir la physiologie de l'hémostase. Je vous rappelle que l'hémostase est divisée en hémostase primaire, qui aboutit à la formation du clou plaquettaire, et en hémostase secondaire, la coagulation à proprement parler, qui aboutit à la formation du caillot de fibrine. La troisième étape est représentée par la fibrinolyse. Deux voies constituent la cascade de la coagulation. Une voie extrinsèque, ici représentée à droite. Une libération de facteurs tissulaires entraîne l'activation du facteur 7, et une voie intrinsèque, ici représentée à gauche. Les deux voies se retrouvent en voie finale commune qui permet la conversion du fibrinogène en fibrine. C'est principalement la libération de facteurs tissulaires qui conduit à l'activation anarchique et explosive de la cascade de la coagulation à l'origine de la CIVD. Alors les étiologies de CIVD sont très nombreuses, au premier rang desquelles tous les états septiques graves, sepsis, choc septique ou accès palustre grave, les lésions tissulaires graves et ou étendues, pancréatite, post-opératoire de chirurgie lourde, telles que une DPC ou une chirurgie cardiaque sous CEC, le patient polytraumatisé, les brûlures étendues, la rhabdomyolyse massive. D'autres causes méritent d'être citées, notamment certaines hémopathies malignes, tout particulièrement la leucémie aiguë myéloblastique de type 3, aussi appelée leucémie aiguë promyélocytaire, quelques situations obstétricales, telles que la prééclampsie, l'hématome rétroplacentaire ou l'embolie amniotique, et puis quelques causes plus anecdotiques, telles que une envenimation grave. Nous n'allons pas redétailler le tableau clinique associé à la CIVD. Je vous rappelle simplement qu'une CIVD sera évoquée soit parce qu'on s'attend à ce qu'elle se déclare, autrement dit, c'est la surveillance clinique et surtout biologique d'un malade en secteur de soins critiques qui permet de détecter la CIVD, soit parce qu'il y a des manifestations cliniques, et dans la CIVD, les manifestations cliniques peuvent être aussi bien hémorragiques que thrombotiques, et elles seront bien évidemment à rechercher à l'examen clinique. Donc, en réalité, la CIVD, elle est souvent attendue, redoutée. On sait que le patient est susceptible de développer une CIVD et on va la guetter, la traquer avant qu'elle ne se déclare. Quelle est la conduite à tenir en cas de CIVD? Je passe tout d'abord par les examens complémentaires. La biologie standard pourra montrer une thrombopénie sans atteinte des autres lignées, sauf bien évidemment en cas de pathologie associée. Et le bilan d'hémostase retrouvera les éléments suivants: un abaissement du TP et un allongement du TCA, ce qui témoigne de l'atteinte des deux voies intrinsèques et extrinsèques de la coagulation, un abaissement des facteurs de la coagulation qui sont consommés et du fibrinogène, les produits de dégradation de la fibrine tels que les dédimères ou les monomères de fibrine seront quant à eux augmentés, et on peut demander également un dosage de l'antithrombine 3 qui sera abaissé. Une question qui revient souvent dans les QCM concerne la différence entre la CIVD et la fibrinolyse primitive.
Dans la CIVD, il y a une activation globale de la coagulation, tandis que dans la fibrinolyse primitive, seuls des activateurs du plasminogène sont libérés et permettent sa conversion en plasmine. Plusieurs éléments biologiques sont similaires entre ces deux pathologies et il faut bien connaître les éléments discriminants. Dans une fibrinolyse primitive, le taux de plaquettes est normal, il n'y a pas de thrombopénie comme dans une CIVD. Les dédimères ne sont pas augmentés et vous pouvez demander un test que l'on appelle le temps de lyse des E-globulines, aussi appelé test de von Kaola, et ce temps de lyse des E-globulines sera très raccourci, en règle inférieure à 3 heures, en cas de fibrinolyse primitive. Donc retenez bien ces éléments discriminants entre la CIVD et la fibrinolyse primitive. La cause la plus fréquente de fibrinolyse primitive, c'est la cause toxique, et notamment l'envenimation grave. Au total, les critères diagnostiques de la CIVD sont répartis en critères majeurs et en critères mineurs, je vous les rappelle ici, et on parlera de CIVD biologique si et seulement si le taux de dédimère est supérieur à 500 microgrammes par litre, avec un critère majeur ou deux critères mineurs. Je passe rapidement sur les mesures d'urgence et je vous rappelle que la CIVD représente une contre-indication aux gestes invasifs et aux médicaments antithrombotiques. Et j'insiste sur le fait que le principal traitement de la CIVD, c'est le traitement étiologique. Il peut s'agir d'une antibiothérapie probabiliste si l'on suspecte une CIVD d'origine infectieuse. Il peut s'agir d'une chimiothérapie en cas de leucémie aiguë, mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il est possible, le traitement étiologique est prioritaire. En ce qui concerne le traitement symptomatique, les choses sont plus complexes. Retenez bien les indications du traitement symptomatique. Seuls les patients qui présentent une thrombopénie inférieure à 50 Giga par litre et ou un TP inférieur à 40% et ou un fibrinogène inférieur à 1 g par litre et qui présentent un saignement actif ou chez lesquels un geste invasif est indispensable, devront bénéficier du traitement symptomatique. Autrement dit, tous les patients en CIVD ne doivent pas nécessairement bénéficier de ce traitement. Le traitement étiologique est suffisant dans la plupart des cas. Si ces indications sont respectées, le traitement symptomatique repose principalement sur l'administration de PFC, de concentrés plaquettaires, éventuellement de fibrinogènes ou d'antithrombine 3, surtout en cas de CIVD compliquant un sepsis. D'autres thérapeutiques sont parfois employées, telles que l'héparine, uniquement au stade initial et à faible dose. En revanche, l'administration de PPSB est strictement contre-indiquée, même chez les patients antérieurement traités par antivitamine K, car le PPSB aggrave considérablement les phénomènes thrombotiques. J'espère que ce topo vous sera utile. Merci pour votre attention et à bientôt.